Jeu de Vestale. Nouvelle de Stéphane Voul. Cyril pesa lourd au bras de Damien. Ils trébuchèrent et tombèrent ensemble. La lumière de la lampe fit une petite pirouette et s'éteignit dans le sable mou. On entendit un juron, puis « T'es-tu fait mal ?»« Non, non, ce sable, un vrai matelas. » Damien tâtonna autour de lui dans la nuit. Guidé par une vague lueur, il remit la main sur sa lampe et tourna la lumière vers Cyril. Allongé, celui-ci haletait. Le pansement de son crâne lui faisait comme un turban sale. La sueur striait de raies luisantes son visage aux yeux cernés. Il dit « J'en ai assez de marcher dans le noir. Tu es sûr que nous n'avons pas fait 100 kilomètres ?» Damien branla la tête. « Nous n'aurons pas besoin d'en faire tant. Je te dis que j'ai vu un lac à environ 20 kilomètres du lieu de notre atterrissage forcé. Nous en avons à peine pour 1 heure encore. » Cyril haussa une épaule lasse. « Tu appelles ça un atterrissage, toi ? Une culbute, oui. J'ai soif. » Il eut un hoquet déchirant et vomit dans le sable. Entraîné par une espèce de contagion, Damien se plia en deux. Ils restituèrent douloureusement l'eau qu'ils avaient bue 5 minutes plus tôt. Une eau à goût de rouille et de vieille peinture prise dans le moteur de leur appareil en miettes. Avec rage, Damien arracha le bidon qui pendait à sa ceinture et l'envoya au loin. « Saleté !» dit-il. « J'aime mieux crever que d'en reprendre. » Il se mit debout et à grandes tapes chassa le sable poudrant sa cotte de navigateur, une cotte souple et luisante, ornée d'un aigle rouge aux ailes étendues sur toute la largeur de ses pectoraux. L'armée tolérait ses fantaisies vestimentaires, aux grands gosses qu'elle lâchait dans l'espace. Mais là, le tragique de la situation rendait dérisoires ses amusements de gamin. Damien en eut brusquement conscience et considéra sans indulgence le lion jaune enluminant le torse de son camarade. Une main sur l'estomac, Cyril continuait de haleter. À chaque inspiration, le lion semblait creuser les reins pour bondir. « On y va ?» lança Damien agacé. Cyril leva vers lui un regard de héros vaincu et passa sa langue sur ses lèvres gercées. « Tu sais, dit-il, ton lac, eh bien je n'y crois pas. Cette planète est complètement désertique. » Damien se pencha sur lui et le contraignit à se redresser. Il martela ces mots. « J'ai vu un lac. Nous allons boire d'ici 1 heure. Il faut y aller, mon vieux. » Soutenant le blessé, il l'entraîna dans la nuit. Le sable avait peu à peu fait place au gravier, puis au roc. Ils marchèrent dans un dédale de menhirs étrangement découpés, arrivèrent au bord d'un gouffre. La lumière de la lampe plongea dans le vide, éclaira des pentes abruptes et se perdit plus bas, dévorée par l'ombre opaque. « Pas de lac, » murmura Cyril. Damien fit plusieurs déglutitions à vide et affirma tenace. « Il est au fond, je l'ai vu tout à l'heure, juste avant l'accident. » Prudemment, ils laissèrent déraper leurs semelles sur la pente et atteignirent une espèce de terrasse. Damien braqua sa lampe. Une deuxième terrasse s'offrait 2 mètres plus bas, puis une autre. « Ça va, dit-il, un véritable escalier. » À la 3e terrasse, Damien se tordit le pied sur un caillou et culbuta dans le vide, sans un cri. Figé, Cyril resta silencieux une bonne minute, laissant s'éteindre l'écho de quelques pierres dévalant les pentes. Puis il cria d'une voix rauque et qui portait mal. « Damien !» Plus bas, il y eut un bruit de branches froissées, puis la voix de Damien. « Rien de cassé, mais je me suis retenu à un buisson, mon vieux. À un buisson, tu entends ? Nous trouverons de l'eau. Éclaire-moi. » La réponse tarda un peu. « J'ai perdu la lampe. Mais attends. » Du bruit, encore des pas. « Accroupis-toi en douceur, je te tends les bras. » À geste d'aveugle, ils se retrouvèrent. « Écoute, dit Damien, j'ai eu le temps d'y voir un peu avant de tomber. Vers la droite, il y a une pente assez douce qui descend sur au moins 100 mètres. C'est très large, il n'y a aucun danger. » Ils clopinèrent dans le noir, firent 10 pas, 20, 50. Damien étendait les bras devant lui et soudain, une main fraîche lui prit le poignet, doucement, comme pour le guider. « Cyril ?» Mais non, Cyril était derrière lui, cramponné à sa ceinture. Alors, il s'immobilisa, le cœur battant, puis bondit en avant pour attraper ce qui... La main le lâcha. Déséquilibré, il tomba en entraînant Cyril. Un rire féminin salua leur chute. Le rire d'une fille, sans doute très jeune, mais dont le timbre avait quelque chose d'impondérablement faussé qui portait sur les nerfs. Damien se releva sur un genou et demanda « Qui êtes-vous » « Ah ah !» fit la voix jeune. « Des hommes. »
Damien, nom de... Mais qu'est-ce que... La ferme. Comment veux-tu que je sache? Ils arrondirent les yeux dans la nuit. Damien cria. Ne vous cachez pas. Je n'ai aucune mauvaise intention, mais vous m'avez fait peur. Il y eut un bruit de course, et déjà lointaine, la voix répéta. Ah ah ah, des hommes. Puis un chœur de rire hystérique monta du fond de l'abîme, ricochant de terrasse en terrasse. Ils prêtèrent l'oreille au son qui s'éteignait, remplacé par un autre plus proche. C'était comme un bruit de sanglots ininterrompu. « Ne bouge pas, souffla Damien. « Attends-moi là. » À quatre pattes, il progressa dans la rocaille, en essayant d'éviter tout vacarme. Quelqu'un pleurait, il en était sûr, par petits gloussements étouffés à ras de terre, comme un animal blessé. Sa main trempa dans un liquide tiède et il la recula en poussant un bref cri de surprise. Au même instant, une gerbe d'étoiles filantes illumina le ciel comme un feu d'artifice. Ce flash providentiel lui révéla une petite source hoquetant entre deux rocs humides. Il cria. « De l'eau! Cyril !» Il s'effondra en avant, la bouche collée au ruisselet. Pendant 10 bonnes minutes, ils se ballonnèrent l'estomac d'une eau à goût de soufre qui lui sembla délicieuse. Damien se baigna les bras, puis la figure. Ses mains touchèrent son casque. Il avait complètement oublié sa lampe de casque. Il l'alluma aussitôt. À ses côtés, Cyril dormait déjà, la tête dans ses bras repliés. Damien regarda autour de lui. Il ne vit que des pentes chaotiques dévalant vers des gouffres noirs. Par économie, il éteignit sa lampe et s'adossa tant bien que mal dans la rocaille, décidé à veiller sur le sommeil de son camarade. Malgré la fatigue, il se contraignit à remuer des pensées. Enfin quoi? Tomber sur une planète qui n'était relevée sur aucune carte était déjà extraordinaire, mais s'y faire accoster par... Ce n'était pas une illusion pourtant. Cyril était là pour en témoigner. Et cette main qui l'avait touché, était-ce bien une main humaine? Après tout, il faisait nuit. Il n'avait pas eu le loisir de palper doigt par doigt pour s'assurer de sa forme. Ah, s'il avait pensé plutôt à sa lampe de casque. Il était lourd, ce casque, de plus en plus lourd. Il lui faisait pencher la tête en avant, irrésistiblement. Il eut envie de l'enlever, ébaucha un geste qu'il n'eut pas le courage d'achever. La grande lune rouge se leva. Peu à peu, elle arrondit son dôme sur un horizon noir et déchiqueté, puis elle monta comme un ballon énorme et roula pesamment dans le ciel en révélant le paysage inversé de ses cratères et de ses crevasses. Elle inonda les gorges d'une lueur fauve. Damien eut un sursaut nerveux qui le réveilla d'un seul coup. Hébété, il contempla le spectacle. Le lac était là, parfaitement rond, au fond du cirque. Un lac aux eaux planes et violâtres, autour d'une île en forme d'autel. Mais le plus extraordinaire, c'étaient les gradins. Des gradins bien taillés, concentriquement au lac, comme autour d'une arène. Il tressaillit à la voix de Cyril qui se réveillait à son tour. « C'est peut-être naturel, » disait Cyril d'une voix enrouée. « Naturel, tout ça? Tu dors encore, mon pauvre vieux. » Cyril eut une moue perplexe. « J'ai vu des roches volcaniques s'étager de façon peu régulière encore. »« Et ça, c'est aussi une fantaisie volcanique ?» ironisa Damien en montrant un bas-relief à quelques mètres de là. Se levant, ils s'approchèrent de la pierre à demi sortie du sol et penchée sur le vide. Elle représentait un dragon cracheur de flammes, dans un cartouche de palmettes. Ils burent encore à la source. Damien voulut soutenir Cyril, mais le blessé se sentait beaucoup mieux. Ils descendirent vers le lac, dans la lueur crépusculaire diffusée par la lune rouge. Quand ils furent au bas des gradins, le lac leur parut beaucoup plus grand. Il leur avait aussi semblé immobile, comme gelé, mais de près, on le voyait balancer avec lenteur son eau pesante, qui reniflait lourdement entre les pierres du quai. Les deux hommes suivirent le bord vers la gauche. Par endroits, ils devaient enjamber les larges fissures des blocs disjoints, d'où montait une douceâtre odeur d'humidité. Encore une fantaisie géologique, persifla Damien en désignant un anneau d'où pendait une chaîne rouillée. Chaque maillon représentait un dragon se mordant la queue. Damien se baissa et à pleine main tira sur la chaîne dont l'autre bout se perdait dans le lac. Le métal racla le quai, le jeune homme tira plus fort, mais ses doigts glissèrent sur des paquets d'algues visqueuses. Cyril lui prêta main forte. Calant leurs semelles dans une large fissure, ils s'arc-boutèrent ensemble. Quelque chose céda au fond du lac, et ils faillirent tomber à la renverse. Il y eut un remous, et l'on vit une forme vague monter vers la surface. « C'est sans doute une barque, » dit Damien.
À 10 mètres du bord surgit une vaste surface triangulaire, qui glissa sur l'eau comme une planche. Avec difficulté, ils hissèrent l'objet. Ce n'était pas une barque, mais un os gigantesque, une espèce d'omoplate de 3 mètres de côté. Le dernier maillon de la chaîne était solidement rivé dans une apophyse en forme de quille de navire. « Je crois que ce dragon n'est plus à craindre, » dit Damien. « Un dragon ? Tu crois ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai envie d'aller me rendre compte de plus près. »« Tu veux plonger ?» Damien fit un signe affirmatif en commençant à se dévêtir. Il retira ses bottes. La pierre fut tiède à ses pieds nus. Il serra la jugulaire de son casque et alluma la lampe. Il plongea. L'eau lui sembla délicieuse comme celle d'une baignoire. Elle était rose dans le faisceau de la lampe, violette autour de lui. Il nagea en profondeur, atteignit le fond sableux. Plus loin, le sol s'affaissait brusquement dans l'ombre. Il descendit encore. Son torse bombé fut caressé par l'oscillation lente d'un champ d'algues. Il vit enfin l'architecture en ruine d'un squelette géant. Un crâne monstrueux reposait dans le fond. De minuscules poissons se réfugièrent dans les orbites du dragon. Comme l'éperon d'une trirème, un bec denté s'allongeait dans un jardin d'herbes dansantes. Damien obliqua un peu, posa le pied sur une crête osseuse et se propulsa entre les côtes de la grande carcasse. Plus loin, des vertèbres s'alignaient comme une pile d'osselets effondrés. À bout de souffle, Damien battit des jambes pour remonter. Cyril vit sa tête émerger à une trentaine de mètres. « Alors !» Haletant, Damien se frotta les yeux des 2 mains et cria « Attends, j'y retourne !» Il aspira un grand coup et disparut à nouveau. Cyril ne vit plus que ses jambes pendant un bref instant, puis des cercles concentriques s'élargissant peu à peu autour d'une fuyante lueur sous-marine. Il s'assit sur le bord de la géante omoplate et eut un étrange vertige, qu'il mit sur le compte de la fatigue. Il cligna plusieurs fois des yeux et se passa la main sur le front sans réussir à chasser un éblouissement tenace qui faisait scintiller les eaux du lac sous un faux soleil. Égaré, il se dressa brusquement et se crut fou. Le lac scintillait, effectivement, dans une chaude lumière. Il faisait grand jour, et les gradins de pierre étaient bourrés d'une foule d'excités qui gesticulaient dans sa direction. Cyril fit un pas en arrière, et se croyant menacé, chercha une arme à sa ceinture. Il s'aperçut alors que la foule ne s'occupait pas de lui, que tous ses regards étaient légèrement orientés vers la droite. Il vit une vingtaine d'hommes musclés tirer ensemble sur la chaîne fixée au quai. Il tourna les yeux vers le lac, il vit alors le dragon. La bête était juchée sur l'île et résistait à l'attraction de la chaîne. Furieuse, elle griffait le roc et semblait lancer des rugissements vers le ciel. Mais Cyril n'entendait rien, ni la rumeur et les cris de la foule, ni les rugissements du dragon. Il secoua la tête, se frotta les oreilles, mais son attention fut attirée en même temps par un autre phénomène étrange. L'omoplate avait disparu, le quai paraissait plus neuf, les pierres moins usées. Ahuri, il tourna sur lui-même et heurta quelque chose. Sa main palpa le rebord de l'omoplate. Il sentit le contact de l'eau sous ses doigts. L'omoplate était donc toujours là, mais il ne la voyait pas. Puis il s'aperçut qu'il était lui-même invisible. Il se passa les mains sur le corps, reconnut au toucher ses cuisses gainées, sa cotte, sa ceinture, mais il lui fut impossible de les distinguer autrement. Il claqua des dents. Cependant, sans s'occuper de lui, les hommes continuaient de tirer sur la chaîne. Des spectateurs énervés descendaient des gradins pour leur prêter main forte. Le dragon paraissait souffrir. Il se mordait l'épaule, là où était fixé le dernier maillon. Il se roula sur le dos, bascula en une puissante contorsion, disparut dans une gerbe d'écume, et l'on vit sa tête cornue et la longue scie osseuse de son dos fendre les vagues. Cyril s'aperçut alors que d'autres monstres nageaient déjà dans le lac, puis il vit d'étranges navires à la proue effilée sortir d'une espèce de chenal. Ils étaient mus chacun par une cinquantaine de rameurs et fonçaient vers les bêtes. Un combat digne des légendes antiques s'engagea. Des éperons crevaient les flancs écailleux, des mâchoires géantes brisaient des rangées d'avirons comme des allumettes, tandis que les vagues poussaient vers les bords des morceaux de bois et des écailles flottantes. Cyril vit un enfant nu et bronzé bondir des gradins, se jeter à plat ventre au bord du lac et saisir une grande écaille verdâtre. Il la jeta au flanc d'une vague où elle fit plusieurs ricochets. Il rit en étendant ses bras mouillés dans le soleil, avant d'être taloché et ramené vers les gradins par sa mère.
Et soudain, Cyril entendit la voix de Damien. « Cyril! Où es-tu » Cyril scruta les eaux sanglantes. Il hurla à son tour, comme pour surmonter les clameurs qui n'existaient pas. « Je n'ai pas bougé !» La voix de Damien plana sur le lac. « Je ne te vois pas ! Là, près de la chaîne !» Tout en criant, il cherchait à distinguer son camarade. Troublé par le spectacle, il résolut de fermer les yeux pour échapper à sa gigantesque hallucination. La méthode était bonne. Quoique aveugle, il se retrouva dans le monde réel. Il entendit Damien brasser l'eau à sa rencontre, et lança « Ferme les yeux, tout ce que tu vois est faux !» Il tâtonna un moment et réussit à guider Damien en faisant teinter la chaîne sur le bord du quai. Toute proche, la voix de Damien demanda de l'aide. Il lâcha la chaîne et se pencha le bras tendu. « Là, là, dit-il, prends ma main. » Maladroit, il faillit retomber dans le lac, mais Damien réussit à se hisser hors de l'eau. Cyril sentit contre lui le contact d'un corps ruisselant, tandis que Damien haletait. « Ne nous lâchons pas !» Ils rouvrirent les yeux pour voir une galère qui passait à toute allure en dansant sur les vagues, l'étrave haute. Une écume sanglante souillait le bordage et les rames. La galère vira brusquement de côté, démasquant le monstre qui la bousculait par tribord arrière, l'écrou solidement planté dans le bois de la coque, tandis que les hommes s'arc-boutaient sur de longues lances plantées dans l'échine de la bête. Une vague énorme parut faire le gros dos. Avec une trompeuse lenteur, elle vint exploser en poudre lumineuse contre la pierre du quai. L'illusion fut si puissante que les deux hommes eurent un recul et crurent entendre le choc de l'eau sur la pierre, sentir sur leur peau la fraîcheur et l'arôme d'une douche de sang et de saumure. Ils perçurent un instant le grincement des crocs d'ivoire sur le bois, les cris des rameurs et le battement des avirons. Damien réagit. « Ma parole, grommela-t-il, nous sommes au cinéma. Cela nous cache la réalité. Gardons les yeux fermés, ou bien nous en verrons de toutes les couleurs, sans pouvoir aligner deux idées. Il y a sûrement une cité en ruine à proximité, dit Cyril. Toute cette foule venait bien de quelque part. » Damien s'exclama. « Venait. Tu as dit venait. Tu penses aussi que ce sont des images du passé ?» Les yeux clos, désemparés, ils se cramponnaient l'un à l'autre. Damien égréna un chapelet de jurons avec une lenteur méthodique, ce qui était peut-être un moyen valable, après tout, pour exorciser leur cerveau de tout délire fantasmagorique. Il retrouva suffisamment d'équilibre pour prendre une décision. « J'ai repéré un couloir de sortie à environ 20 mètres sur la gauche, dit-il. Sans se lâcher, ils progressèrent pas à pas, tantôt ouvrant les yeux sur le passé, tantôt les fermant sur le présent, au hasard des difficultés qu'ils rencontraient. Ils avancèrent jusqu'à la taille dans la pierre d'un gradin qui n'existait plus. Damien détourna son visage frôlé par une bouche au chicot noir qui hurlait en silence. Plus loin, il fit un écart instinctif devant les gesticulations d'un Hercule dont les poings lui passaient à travers le corps. Plus chanceux, Cyril attarda complaisamment son nez à quelques centimètres de deux charmants genoux féminins, mais Damien l'entraîna, notifiant qu'il ne tenait pas à perdre 10 minutes par belle fille rencontrée. Stoïque, Cyril referma les yeux, mais des taches de soleil et des ombres mouvantes continuèrent de franchir le barrage de ses paupières closes. Puis tout devint noir, et Damien annonça qu'ils étaient dans le tunnel de sortie. « Mais j'ai l'impression que le passage est bouché, dit-il. Et pourtant... » Rouvrant les yeux, il vit l'autre bout du couloir ascendant à une 30aine de mètres. C'était une ouverture découpée en plein ciel bleu, où l'on voyait se balancer une palme. Damien poussa un roc invisible pour l'ébranler, puis il sentit un courant d'air sur sa jambe et se mit à 4 pattes. Il trouva un espace libre et entraîna Cyril. Ils rampèrent pendant quelques minutes en s'écorchant coudes et genoux. Quand Damien crut deviner un vide, il leva la tête, mais son casque heurta le roc avec un bruit mat. Sa maladresse provoqua un chœur de rires étouffés. Les deux hommes se figèrent. Il leur sembla qu'une dizaine de sales gamines les guettaient dans l'ombre. Damien posa son menton sur son avant-bras et attendit un moment, tandis que les graviers s'incrustaient dans sa peau. Sous son torse, il sentait le dur contact de pierre aux angles vifs. Haletant, il entendait Cyril souffler derrière lui. L'image de l'ancienne sortie avait disparu, et il faisait une nuit d'encre. Se souvenant qu'il avait encore la lampe au front, Damien l'alluma sans succès. Des éclats de rire juvéniles saluèrent son échec. Il se passa la langue sur les lèvres et articula posément. « Qui êtes-vous » Pas de réponse, mais des chuchotements excités, difficiles à situer.
Où êtes-vous » Silence, mais une main lui caressa soudain le visage, par dérision sans doute, car elle se déroba dès qu'il fit un geste pour s'en saisir, tandis que les rires se déchaînaient. Une voix dit enfin « Je vais ramper devant toi pour te guider, étranger. »« Où es-tu » demanda Damien en avançant la main. Il toucha quelque chose de vivant et eut un léger recul. Puis il prit un pied féminin à en juger d'après la délicatesse et la douceur de la peau. « C'est cela, » dit la voix. « Tiens-moi bien, j'avance. » Leur progression devint presque facile, et ils arrivèrent bientôt dans un espace plus vaste, où ils purent se mettre à genoux. La voix dit encore « Maintenant, tu peux me lâcher. La voie est libre à 3 coudées devant toi. » Il tira sur la frêle cheville et saisit un mollet, mais un coup de talon en plein visage lui fit lâcher prise. Des rires encore, qui s'éloignèrent par des chemins inconnus. « Elles sont parties » souffla Cyril. « Je ne crois pas. Pas toutes. » Dans l'ombre, il croyait sentir une présence, déceler une haleine prudemment retenue. Il bondit en avant, mais s'effondra sur le ventre après avoir senti sous ses doigts la fuite d'une épaule nue. Des pas s'éloignèrent vers la gauche. La voix dit « Marchez droit devant vous, étranger. » Une fois dehors, entrez au temple. Il y eut des bruits furtifs qui s'éteignirent peu à peu. « Cette fois, elle est partie, » dit Damien. « Qui ça, elle ?»« Comment savoir ? Je pense que c'est une femme. Je l'ai touchée, sa voix est celle d'une femme, mais rien ne m'assure qu'elle n'a pas une tête d'oiseau ou une pointe de licorne au milieu du front. Suivons son conseil et sortons d'ici. Peut-être nous a-t-elle tendu un piège, mais nous ne sommes pas à un piège près. » Ils avancèrent en butant sur un sol inégal, et brusquement ils furent aveuglés de soleil. Clignant des yeux, ils restèrent un moment immobiles au seuil du mur qu'ils avaient traversé, devant une vaste place où allait et venait une foule bariolée. La plupart des gens ne portaient qu'une tunique de couleur et des sandales. Certains hommes allaient torse nu, de vieilles gens s'enveloppaient dans des toges à longs plis. À environ 10 mètres sur la droite, ils virent l'entrée du couloir menant aux arènes. Là, un enfant portait un panier rempli de gâteaux. Il semblait crier pour attirer l'attention des passants sur sa marchandise. Tout cela ressemblait à un film à grand spectacle affligé d'une panne de son. Des palais saignaient les places de leurs orgueilleuses colonnades. Un bâtiment plus grand que les autres dressait un fronton triangulaire dans l'azur. « C'est sans doute le temple dont elle nous a parlé, » dit Damien. « Cyril ?»« Oui, je suis là. » Ils se retrouvèrent et, se prenant la main, commencèrent tant bien que mal à traverser le forum en passant comme des fantômes à travers le corps des gens. Par moments, ils butaient sur des obstacles invisibles, ou bien faisaient soigneusement le tour d'une borne ou d'une statue qui n'existait plus. Et soudain, la lumière clignota plusieurs fois, ombre et soleil, avec une amplitude extraordinaire, avant de faire place à la nuit du présent. Ils furent de nouveau dans la réalité. Encadrés par un portique, l'imposante lune rouge s'enfonçait à l'autre bord de l'horizon, découpant en noir ou ensanglantant les reliefs de la cité morte. Ça et là, les colonnes tronquées d'un palais pointaient hors des sables, et aussi quelques socles porteurs de jambes de statues brisées, ou bien des personnages sans tête aux glaives encore brandis vers les étoiles, comme s'ils venaient de se sacrifier eux-mêmes à quelque divinité. Cela ressemblait, sur le dallage de forum, à une gigantesque partie d'échecs, bloquée depuis des siècles sur un problème insoluble. Titubant, les 2 hommes traversèrent toute la place et gravirent les 100 marches du temple. Ils passèrent entre les colonnes soutenant le fronton. Mais la façade du temple se dressait comme un inutile décor de théâtre. Derrière, tout avait disparu. Ils avancèrent timidement sur une esplanade déserte, où le carrelage aux teintes variées figurait encore, à même le sol, le plan des salles anciennes. Ils sursautèrent alors au bruit d'une soudaine cavalcade de pieds nus, et se sentirent environnés de présence. Une voix dit « Marchez jusqu'à l'autel en suivant le couloir central. » Escortés de piétinements, ils s'engagèrent sur un chemin de dalles noires et or et parvinrent à l'autel, simple table de pierre portée par 4 pattes de lion. Tournez à gauche et passez dans la salle violette. Se fiant toujours aux teintes du carrelage, ils obéirent aux ordres qui, absurdement, leur imposaient de suivre les détours d'un labyrinthe aux murs absents. Aux murs absents, Damien trébucha de côté, évitant la chute de justesse en appuyant sa main sur le vide. Les murs étaient là, invisibles. Ivre de fatigue, Damien eut un éblouissement de lucidité. Il comprit nettement qu'ils étaient d'abord entrés dans le passé par la vue. Le lac, les dragons,
mais non par le toucher, difficulté de sortir des arènes. Et maintenant, ils étaient dans le passé par le sens du toucher, mais non par la vue. Il saisit tout cela en un éclair, par lui sembla-t-il, pure intelligence. Intelligence désencombrée de tout pesant engrenage de phrases, et il sut qu'ils allaient bientôt se trouver dans ce passé, par tous les sens et s'y intégrer, et cette évidence lui parut belle comme une épure. Il se sentit grand d'avoir compris une chose très, très difficile. Il n'était pas humilié de son corps titubant, de sa tête penchée au regard éteint. Son corps, quelle importance! Lui, Damien, il était bien plus grand que son corps. Il était immense. Il dominait toute la scène de 100 coudées, un rictus condescendant aux lèvres. Il planait dans les hauteurs et voyait de là-haut la façade du temple, et cette vaste esplanade déserte au carrelage bariolé comme la table d'un jeu dont il connaissait les règles, et où deux petites silhouettes dociles faisaient mécaniquement 10 pas en avant, puis 20 pas de côté, 3 sur la gauche, comme pour respecter quelque cérémonial. 2 obéissants soldats de plomb un peu ivres et s'appuyant l'un à l'autre. « En avant ! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Section, halte. Demi-tour à droite. Droite. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 6 petits soldats de plomb sur cette vaste table de Kriegspiel, 6 petits devant leurs ombres si longues, étirées par le crépuscule de la lune rouge qui allait majestueusement disparaître derrière une haute forêt de colonnades brisées, qui allait disparaître et faire place à la nuit. Halte! Comme si la seule lumière rouge l'eût jusque-là soutenu très haut, Damien se sentit tomber avec la nuit. Archange aux ailes brisées, il bascula dans un gouffre noir et réintégra son corps inconscient, effondré de sommeil près de celui de Cyril au fond d'une salle obscure. Attendu qu'il est interdit aux élèves vestales d'utiliser les saintes formules sans permission spéciale pour aller jouer dans le futur, les coupables sont condamnés par le grand prêtre à 20 coups de fouet, suivis d'exclusion du temple. Toutefois, et sur l'intercession de la mère vestale, considérant qu'elles ont réussi à ramener du futur 2 hommes dont les connaissances vont féconder nos sciences, nous faire gagner des siècles, changer favorablement le destin de notre planète, empêcher ainsi la grande catastrophe dont la date était fixée par nos savants prophètes, et d'après les nouveaux calculs de ceux-ci, prolonger notre civilisation de plusieurs millénaires, les coupables bénéficient d'une grâce immédiate.